Alors, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire. Un webinaire qu'on a intitulé Comment outiller les managers pour qu'ils managent mieux leurs équipes. Et ce matin, pour m'accompagner, je reçois Hélène et Sacha. Bonjour Hélène. Bonjour Christophe. Je te laisse te présenter rapidement. Bon, d'accord. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc je m'appelle Hélène Janet, je suis consultante en management des ressources humaines avec une double casquette ingénieur et psychologue. Et au quotidien, après avoir travaillé dans des entreprises pendant de longues années, je fais du conseil et j'accompagne les entreprises et les personnes pour développer leurs compétences à travers différentes choses dont on parlera tout à l'heure certainement. Voilà. Merci Hélène. Bonjour Sacha. Bonjour. Je te laisse te présenter Allez, également. avec plaisir. Donc, du coup, je m'appelle Sacha Lopez. Je suis le fondateur du WorkLab. WorkLab, c'est un cabinet de conseil et de formation spécialisé dans le collaboratif, les nouvelles façons de travailler. On accompagne les organisations dans leur transition. On fait aussi pas mal d'accompagnement managérial. Et je suis l'auteur du guide de survie aux réunions, guide de survie aux réunions à distance et maintenant guide de survie au management hybride. Et beaucoup dans la survie. Une sorte de koh-lanta du management. C'est ça, du monde du travail, quoi. Alors, c'est vrai que le management, c'est un sujet, et puis être manager, c'est un sujet, et c'est une posture qui est souvent discutée, critiquée, remise en cause. Déjà avant le Covid, hein, c'était une question qui soulevait pas mal de débats, mais alors depuis le Covid, ça s'est encore, je dirais, ça s'est transformé, hein. Aujourd'hui, on est dans des modes de travail hybrides, donc on se rend compte finalement que ça devient de plus en plus complexe pour les managers d'asseoir leur posture, et on va voir pendant ce webinaire quelle solution on pourra apporter, quel type d'outils on pourra apporter aux managers pour répondre à ces nouveaux enjeux. La première question que j'ai envie de poser là aux participants, vous pouvez me répondre dans le chat. Est-ce que vous formez vos managers dans votre entreprise? Dites-moi oui, non, et éventuellement ce que vous proposez comme formation. Alors, oui, 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 non, oui, non, non. Pas mal de oui quand même, hein, c'est plutôt rassurant. On me dit oui, formation et coaching. Bon, Lou dit très prochainement. Oui, nous sommes en train de mettre en place un parcours. Pas encore. Donc on voit bien que malgré tout, ça ne fait pas l'unanimité, hein, cette question très simple de savoir si les managers sont formés en entreprise. Formation, base théorique, ensuite coaching. Avant le Covid, oui, mais plus maintenant. Non, non, non. Bon, ça participe pas mal ce matin, hein. Il y a déjà 130 personnes avec nous. Mylène dit non, non. Je suis en train de travailler sur un programme de formation dédié à nos managers, des formations en leadership, mais également sur le thème de l'intelligence émotionnelle. Fondamentaux management, puis gestion d'équipe, communication, gestion des conflits. C'est prévu, nous dit Aurore. Non, pas à ma connaissance. Oui, des formations management thématiques. Ok, ok. Bon, je ne vais pas tout prendre, il y a trop de réponses, vous êtes trop réactifs pour moi ce matin. Formation feedback aussi. Et Ayel nous dit une école de management en cours. Excellent. Alors, Hélène, toi qui travailles dans le conseil, qui travaille avec pas mal de clients, la première question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce qu'on reproche aux managers le plus souvent? Qu'est-ce que tu entends chez tes clients? Alors, c'est une très bonne question pour démarrer. En fait, pour répondre à ta question, Christophe, je vais être très concrète et du coup, je vais m'inspirer des messages que les collaborateurs font passer à leurs managers, notamment dans le cadre de Démarche 360, qui est un des outils que j'utilise. Et les attentes exprimées par les collaborateurs, en fait, transforment les reproches en ce qu'ils attendent. Il y a 3 points essentiels. Il
il y a un point qui existait avant le Covid, tu en reparlais tout à l'heure, mais qui est encore plus fort, c'est instaurer des relations de confiance. Ça, c'est franchement, on le trouve quasiment dans tous les dossiers. Ils ont besoin d'écoute, d'empathie, de bienveillance, d'attention. Et peut-être plus qu'avant, ils ont besoin de simplicité et d'authenticité. Ils disent qu'ils ont envie d'être en contact avec la personne au-delà du manager qui endosse son rôle. Il y a vraiment quelque chose d'important là-dedans. Et on voit qu'ils ont envie aussi de mieux connaître le manager avec ses forces, mais aussi presque sa vulnérabilité. Et ça, c'est peut-être plus nouveau. Évidemment, ils ont besoin de temps, hein, et ça, c'est quelque chose qui est souvent demandé, du temps, d'avoir des temps d'échange individuel avec leur manager. Ils ont besoin qu'on leur communique les choses de façon claire, de façon simple. Et puis, ils ont besoin, c'est ce qui manque avec le télétravail, de mouvements conviviaux, hein, de pouvoir fêter les succès. Donc ça, c'est vraiment le premier point, instaurer des relations de confiance. Le deuxième, ils ont envie d'être considérés, c'est-à-dire de ne pas être un pion dans l'organisation, mais que le manager les aide à grandir. Donc pour ça, ils ont besoin d'être intégrés le plus en amont possible dans les projets. Ils ont besoin de délégation, donc ils ont besoin qu'on leur donne des responsabilités, de se sentir autonomes, qui n'empêche pas de l'accompagnement. Et donc, ce qui est un mot qui revient aussi très souvent, alors en français ou en anglais, mais c'est des feedbacks, c'est de la reconnaissance. Ça, c'est quelque chose d'important. Et ils aiment bien aussi, c'est peut-être ça plus nouveau, avoir un manager qui demande lui aussi du feedback. Ça, c'est quelque chose d'important. Et puis, troisième point qui est important pour eux, c'est finalement d'avoir un leader qui leur donne envie, qui les entraîne. Et donc là, c'est quelque chose qui va faire lien avec la vision. Ils ont besoin d'un manager qui a une vision, qui la partage, qui partage ses convictions et qui va ensuite même faire preuve d'audace. Et non seulement faire preuve d'audace, entraîner, décider et les défendre. Ça, c'est quelque chose d'important, les défendre par rapport même à d'autres équipes. Ils ont besoin vraiment d'avoir quelqu'un qui les guide. Voilà pour les 3 points essentiels qui ressortent. Ouais, j'entends bien. Alors, notamment la question du feedback. On a l'impression qu'on n'est plus aujourd'hui dans l'attente d'un manager entre guillemets expert, mais on est plus dans l'attente d'un manager presque, j'allais dire presque coach et animateur de son équipe qui peut presque considérer comme sa communauté. Et du coup, Sacha, la question, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas revoir complètement ce métier de manager actuellement, ou plutôt dans quelle mesure il faudrait le faire évoluer par rapport au contexte et aux nouvelles attentes actuelles des collaborateurs? Pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, c'est vrai que c'est plutôt rassurant, en fait, ce qui vient d'être dit et finalement ce qu'on vit, parce que ça parle de l'évolution du manager. Le manager, alors il y a plein de choses, mais il y a le manager 1.0, c'était plutôt, on va dire, le manager directif. Effectivement, l'expert, celui qui sait, qui va organiser le travail en mode command and control. Un peu le truc à la Ford, c'est-à-dire on découpe des tâches et puis on met un contremaître au-dessus pour vérifier que soit bien fait. C'est un modèle qui existe encore quand même un peu aujourd'hui, il y a encore de ça, avec ce côté très contrôlant. Le modèle, il a été fait quand même à la base pour faire travailler des gens qui ne savaient pas lire dans des usines et des gens qui venaient vraiment de la campagne, qui ne savaient pas lire et qu'il fallait encadrer. Bon, aujourd'hui, on n'en est pas là, mais il y a encore des restes quand même de cette modalité-là. Donc ça, c'est plutôt, on va dire, le manager 1.0. Après, on a évolué. Le manager 2.0, on va dire, c'est plutôt le manager qui manage par la confiance. On parle d'agilité, de facilitation, de coach. La posture, là, du coup, elle évolue plutôt vers aussi du serve management, manager au service de son équipe, qui est là pour les aider et pas forcément expert, mais qui est plutôt là pour mettre tout à disposition pour qu'ils arrivent à bien faire. Bon, et puis le 3.0, on arrive encore au-dessus, où là, vraiment, le manager essaye de s'effacer finalement et donne le plus d'autonomie possible à son équipe. Et ça, c'est quand même, en tout cas, nous, dans les clients qu'on accompagne, c'est l'évolution vers laquelle on va. Et le contexte aujourd'hui, alors, on pourrait se dire, on fait d'un pépin une pépite, c'est que il va vers ça. C'est-à-dire que le manager hybride,
on n'a pas trop le choix, quoi. C'est-à-dire, on ne peut plus le contrôler, on ne peut plus être derrière les gens parce que forcément, ils sont la moitié du temps en télétravail. Donc, on est bien obligé de mettre de la confiance. Et c'est plutôt rassurant ce que disait Hélène, c'est cette idée-là, effectivement, de confiance. On est obligé de manager par la confiance. Donc, donner des objectifs, donner des moyens, aider à faire, mais partir du principe quand même que les gens, de toute façon, ils sont là quand même pour bien faire et accomplir leurs tâches comme il faut, quoi. Alors Maryse nous dit, ne pensez-vous pas qu'avant de demander de l'écoute, de l'empathie, etc., il faudrait déjà apprendre à avoir cela en nous-mêmes. C'est-à-dire, est-ce que finalement, pour être un bon manager, il ne faut déjà pas avoir une posture de départ qui est finalement de bien se connaître pour être capable de bien interagir avec les autres? Si je peux rebondir sur ce sujet, je trouve que c'est quelque chose, effectivement, je partage cette démarche. On travaille, c'est mieux se connaître pour mieux manager. Je trouve que c'est quelque chose d'essentiel, donc je suis complètement en phase avec ça. Et c'est vrai que c'est important parce qu'il faut aider les managers aussi à prendre conscience qu'ils ont des collaborateurs, que tous les collaborateurs ne fonctionnent pas forcément de la même façon qu'eux et que c'est justement tant mieux. Parce que si on est tous pareils, bon, on va bien travailler, on va se mettre d'accord rapidement, mais on ne va pas aborder tout le problème. Alors que si on travaille avec des personnes différentes, avec qui parfois c'est pas si facile de s'entendre, eh ben on ira plus loin. Donc oui, bien sûr, mieux se connaître. Et pour ça, il y a des outils qui peuvent aider à mieux se connaître. Bah, tu peux peut-être en citer un, Hélène, hein, si tu penses à un Oui, outil en particulier. personnellement, moi, je travaille beaucoup avec les démarches en termes d'inventaire de personnalité, les démarches basées sur les types psychologiques de Jung et notamment le Golden, qui est un outil qui est super intéressant parce que ça permet de voir, même le télétravail, on parle beaucoup de télétravail, manager hybride. Eh bien, on voit qu'en fonction des préférences des personnes, d'un côté, je ne sais pas s'il y a certainement parmi ceux qui nous écoutent des personnes qui connaissent la démarche, des personnes qui sont extroverties et d'autres qui sont introverties, par exemple, je prends une dimension au hasard, eh ben, le télétravail n'est pas vécu de la même façon. Une personne qui est plutôt sur un mode extraverti, lui, il a besoin d'interagir avec les autres. Donc, un jour de télétravail, 2 jours de télétravail, ok, mais après, c'est trop. Il a besoin d'être au bureau, de croiser ses collègues, d'échanger. Alors que une autre personne qui sera plus introvertie, elle pourra travailler plus facilement en télétravail à longue distance, parce que comme ça, elle a l'impression qu'elle a vraiment l'environnement qu'il lui faut pour donner le meilleur d'elle-même, pour pouvoir se concentrer sans être trop dérangée. Voilà, donc c'est un des éléments. Et c'est au manager, et ça c'est une demande des collaborateurs aujourd'hui, c'est de la flexibilité. On ne donne pas 2 jours de travail, 8 jours de télétravail, c'est en fonction de la personne, en fonction de ses besoins, en fonction de son environnement personnel aussi. Donc ça, c'est vraiment important de vraiment que le manager écoute, prenne conscience des besoins différents de ses collaborateurs pour pouvoir s'adapter. Alors, il y a un point qui est important là dans cette après-crise sanitaire et qui a été beaucoup discuté dès 2020 et puis en 2021, et puis on a un peu l'impression que c'est presque passé à la trappe aujourd'hui, c'est la perte du sens collectif. C'est le développement assez accru de l'individualisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les salariés pensent d'abord et principalement je dirais, à eux avant de penser à leur entreprise. Et donc, puisqu'ils pensent à eux et pas spécialement à leur entreprise, peut-être qu'ils pensent encore moins à leur équipe. On a l'impression aujourd'hui qu'il n'y a plus, il y a plus de communauté, il n'y a plus réellement d'équipe, il n'y a plus de sentiment d'appartenance. Et ça, est-ce que ce n'est pas un des enjeux majeurs aujourd'hui du management, justement, de recréer un lien, de recréer des collectifs dans l'entreprise, Sacha? Ouais, moi je trouve que c'est, en tout cas, c'est ce que j'observe, et c'est ce qui me fait peur. C'est vrai qu'il y a un rapport au travail qui évolue. Bon ça, très bien, on en parle beaucoup. Les gens veulent, et c'est tout à fait normal, veulent plus de temps pour eux, veulent plus de voilà, de temps pour, leur vie personnelle, veulent aussi du sens mais après le problème, c'est qu'effectivement, j'ai la sensation que, ça vient un peu se confronter avec le sens du collectif qu'on avait dans l'entreprise. Avant, l'entreprise, elle était matérialisée par le lieu, c'était immuable. Et d'ailleurs, c'est l'origine même d'une entreprise, c'est on se met au même endroit pour faire la même chose, on mutualise les moyens. Le lieu n'existe plus. Enfin, en tout cas, elle est plus aussi centrale, cette notion-là. Et donc, du coup, on n'a plus cette notion, effectivement, de communauté, de lien. Alors, c'est souvent ce que je dis, c'est que le télétravail, on voit les bénéfices à court terme,
mais on n'envisage pas forcément les risques à long terme. Moi, je pense que on a une meilleure qualité de vie, on est plus productif en télétravail. Il y a plein d'études qui nous montrent que c'est vrai. Et franchement, je crois qu'il n'y a pas vraiment besoin de remettre ça en question. En revanche, sur du long terme, est-ce qu'effectivement, on n'est pas en train d'éliter un peu le lien social qu'on peut avoir dans une organisation? Parce que quand tout roule et qu'on doit chacun faire son job de son côté, bon, bah, le télétravail, ça marche bien. Demain, on doit se réinventer parce qu'on a un problème. Demain, on doit faire preuve de solidarité dans une équipe parce qu'il y a une vraie difficulté. Ça ne marche que si on a des liens forts dans le collectif, dans l'équipe. Je ne vais pas aider quelqu'un, je ne vais pas mouiller ma chemise pour aider quelqu'un si c'est qu'une vignette sur Teams ou encore pire, des initiales que je vois tous les lundis matins. Je ne vais pas avoir un élan de solidarité pour cette personne-là, quoi. Donc, créer du lien fort, je pense que c'est hyper important. Et à mon avis, ça joue aussi quand même dans tout ce qu'on voit autour de la détresse des salariés, parce qu'il y a des chiffres aussi là-dessus qui sont terribles, hein, sur le nombre de burn-out, des choses comme ça. Je pense que le fait de remettre du lien, on est quand même des animaux sociaux quand même, l'air de rien. Même si effectivement les profils sont différents, on a quand même besoin de liens, et je pense que ça nous nourrit et ça peut nous aider à aller mieux. Et d'ailleurs, moi je suis tombé sur une étude il n'y a pas longtemps là, d'Arctus, qui disait que dans le management hybride, ils interrogeaient des managers et que 68% d'entre eux disaient que le principal problème, c'était la perte de lien social. Et donc, effectivement, je pense il est hyper important de remettre du lien, remettre du collectif et du lien de qualité, quoi. Ton avis, Hélène, sur le sujet? Oui, je trouve que c'est fondamental. Et c'est encore plus fort quand moi j'ai envie de dire, bon, même en télétravail, quand même, les fondamentaux du management sont essentiels. Et donc, il y a le collectif, mais avant qu'il y ait le collectif, en télétravail, c'est important de maintenir un lien individuel avec la personne pour pouvoir la rencontrer, savoir comme ça. Donc, on parle évidemment des projets en cours, d'activités, mais c'est le comment tu vas. Et c'est pour essayer de repérer ces signaux faibles qu'on peut plus rencontrer, plus détecter quand on se voit là au bureau, voilà. Et c'est plus compliqué quand on est derrière des écrans. Donc, au-delà de, bien sûr, le collectif, c'est fondamental, mais c'est aussi de ne pas perdre ce lien individuel. Et moi, c'est ce qui presque m'effare parfois. Je vois les collaborateurs, quand on fait des formations, ils veulent des trucs, ils veulent qu'on leur... Parce qu'ils sont un peu désorientés par la génération Z, donc ils veulent des trucs, comment la génération Z, tout ça. Et quand on leur dit un peu basiquement, hein, là, je ne sais pas si c'est manager 1.0, je ne sais pas, mais je ne sais pas, prendre le temps, avoir un échange avec eux, tout ça. Ah non, mais là, il arrête de suite. Ah, mais non, je n'ai pas le temps. Alors, si on n'a pas le temps d'échanger avec son collaborateur, que ce soit à distance ou en présentiel, là, c'est là le vrai souci. Et de plus en plus, on se rend compte que les managers sont happés par plein de choses. Ils s'éloignent de l'essentiel, c'est dire je me pose, j'échange avec ma personne, avec mon collaborateur pour savoir ça va, comment ça va. Ok, alors là, on a vu qu'effectivement, on a des difficultés, on a une perte de lien collectif. Avant de parler que Sacha nous ouvre sa mallette des outils et nous donne des solutions, comment on fait un état des lieux? Parce que là, on a par exemple évoqué le télétravail. Ok, mais tout le monde n'y est pas. Et puis, on a des organisations où on a la double problématique, puisqu'on a des services qui sont en présentiel et d'autres qui sont en télétravail. Donc, on a des modes de management qui sont différents en fonction des populations. Et on a potentiellement des pertes de liens collectifs qui ne sont pas à la même hauteur en fonction des équipes qui télétravaillent, de celles qui sont en hybride et de celles qui sont restées en présentiel. Et donc, on a l'impression que l'entreprise avance de façon décalée en fonction finalement de ces organisations du travail mises en place au niveau de ces services. Hélène, c'est quoi la solution? Comment on cartographie, comment on fait un état des lieux qui nous permettent ensuite de mettre en place une feuille de route et de se dire, OK, c'est ça les problèmes, voilà comment on va les adresser? Alors, parmi les solutions, en tous les cas, que moi j'utilise, quelque chose qui fonctionne pas mal, c'est de demander, de voir quels sont les besoins des personnes. Et pour ça, c'est important, une des démarches qui a été mise en place avec certains de mes clients, c'est qu'ils ont défini un modèle managérial, qu'ils ont identifié des compétences qu'ils vont rechercher pour leurs collaborateurs, pour leurs managers. Et après, l'idée, c'est de construire une démarche 360 spécifique, bon, il y en a des transversales, mais spécifique, qui permet de repérer
comment les managers, notamment, sont perçus par leurs collaborateurs. Et ça permet aux collaborateurs d'exprimer leurs attentes. Et c'est plus facile de les exprimer quand on a un outil qui permet de s'exprimer de façon anonyme que en face à face. Parfois, c'est possible, parfois, c'est moins facile. Donc, la mise en place de démarches 360 en général, plus démarches plus spécifiques en lien avec les référentiels, les attendus de l'entreprise, ça permet vraiment de faire un état des lieux parce qu'on peut évidemment faire des démarches individuelles, dont, et ça, moi j'y tiens, un 360, c'est avant tout un outil de développement, ce n'est pas un outil d'évaluation. Donc, les résultats sont donnés au manager lui-même, mais après, l'outil permet de faire un profil de groupe qui permet de voir où on en est par rapport à ce qu'on attend des managers. Et donc, ça permet d'identifier les besoins d'accompagnement ou de formation. Alors, Adeline nous dit, pour faire un 360, il faut un public mature. C'est une bonne question que pose Adeline. C'est vrai que toutes les entreprises aujourd'hui ne sont pas dans cette culture du feedback. Mais il faut jauger le moment où on va pouvoir commencer à le mettre en œuvre. C'est vrai que ça demande une culture du feedback et ça demande aussi que le management soit exemplaire et ça va demander des garanties, des principes. Déjà, on ne peut pas, c'est vrai, tout et n'importe quoi. Donc, ça veut dire qu'il faut s'assurer que si les managers ne sont pas tous volontaires, qui honnêtement, ça arrive souvent, mais au moins qu'ils adhèrent à la démarche parce qu'ils en voient l'intérêt. Donc, ça veut dire qu'il faut communiquer en amont, il faut rassurer et il faut montrer que c'est un outil de développement et ce n'est pas un outil d'évaluation. Donc, ça, c'est vrai que ça, c'est déjà important. Il faut assurer que quand on fait un 360, si on veut que ça soit un vrai outil, que les personnes répondent de façon honnête, que d'une part, les témoins, ceux qui répondent, les collaborateurs, donc soient protégés par l'anonymat et qu'on sache que les résultats seront donnés au manager et à lui tout seul. Et après, à un moment donné, il y aura peut-être une compilation en groupe, mais les résultats individuels de manager ne seront pas transmis ni au DRH, ni aux dirigeants. Il faut que ce soit quand même insufflé par la direction. Ah, c'est ce qui marche le mieux. Ah oui. Et quand la direction, c'est l'exemplarité, hein, et moi ça m'est arrivé dans des entreprises, quand c'est la direction qui a aussi le courage, de un 360, ça demande un certain courage, c'est l'exercice du miroir, donc il y a des trucs qui plaisent, il y a des trucs qui plaisent moins. Eh bien, quand c'est le management qui dit OK, on y va, et qu'on voit que la démarche fonctionne bien, que derrière ça soit dit par vraiment, j'ai bien compris, est-ce que c'est bien compris votre message, voilà, vous me demandez de déléguer plus, si machin. Quand c'est bien fait, bien compris et que ça se traduit par un progrès, ben ça marche super bien. Et après, il y a même des volontaires pour dire « Ah ben moi aussi, j'ai envie de faire mon 360 ». Parce que c'est vraiment une connaissance de soi aussi formidable en complément de ce qu'on a dit tout à l'heure. Camille nous dit, pourquoi ne pas faire le 360 sur la direction dans un premier temps pour porter la démarche? Eh bien, je trouve que c'est vraiment ce qui marche le mieux. Camille a tout à fait raison. Vraiment, l'exemplarité, c'est génial, quoi. Et vraiment, et ça déclenche après, c'est vraiment les autres managers qui disent, bon, qu'ils ont envie parce qu'ils ont compris que c'est vraiment une force incroyable parce que un 360, ce n'est pas uniquement je repère mes points de vigilance et mes défauts, mais c'est aussi je prends conscience, et ça c'est génial, je prends conscience de mes forces. Et je trouve que c'est vraiment important de transformer l'image du 360, c'est pas parlez-moi de mes défauts, c'est aussi dites-moi quelles sont mes forces sur lesquelles je vais pouvoir m'appuyer. Alors, j'ai une question toute bête qui me vient. Je suis manager, j'ai une équipe, je suis évalué dans mon 360, j'ai mes résultats. Je me prends une claque, on me dit que je suis un gros naze, que je ne réponds pas aux demandes de mes collaborateurs. Il se passe quoi en fait? Je suis seul à lire mes résultats, on m'explique, on me coach, comment ça se passe? C'est quoi la bonne démarche? La bonne démarche, c'est déjà d'accompagner la personne pour dire, OK, c'est vrai qu'il y a des attendus, c'est vrai qu'il y a des besoins, donc il y a peut-être des points d'amélioration. Mais il y a toujours aussi, parce que quand tout l'outil est fait, il y a toujours aussi des points forts. On n'est pas tout ci ou tout là, il y a toujours des points forts. Donc, c'est aider la personne justement à prendre ce recul et à dire, OK, là, bon, il y a un chantier à faire, mais il y a aussi des forces. Et ensuite,
si on dit effectivement, et tu as raison Christophe d'insister, si les résultats sont confidentiels, mais après, on va inviter le manager qui a fait sa démarche à dire, compte tenu de ce qu'il en ressort, déjà d'identifier des axes, de définir un plan d'action mais individuel, mais ce n'est pas un catalogue de bonnes résolutions, c'est les 2-3 trucs essentiels. Et après, pour le mettre en œuvre, c'est là qu'il a besoin d'aller voir son manager, d'aller voir la personne qui s'occupe dans la DRH, qui s'occupe de lui. Voilà. Donc ça, voir d'autres personnes. Mais il n'est pas tout seul. Et c'est vraiment important quand on lance un 360 que derrière, ça se traduise par un plan d'action. Et pour le mettre en œuvre, effectivement, la personne a besoin de son manager, elle a besoin des RH qui vont l'aider à construire son plan d'action ou à le mettre en œuvre. Alors, oui, mais du coup, deuxième question, le 360 reste un outil finalement individuel, et comment on l'inscrit dans une démarche, une stratégie de management pour tout un collectif? Comment on coordonne les différents 360 dans un but, je dirais, commun à toute l'entreprise? Alors, comment? Alors, on peut démarrer comme y invité tout à l'heure Camille, c'est par exemple, on peut commencer par le CODIR. Et le CODIR, chacun s'arrive, chacun fait son 360 dans son coin, puis à un moment donné, on fait ce qu'on appelle un profil de groupe, c'est-à-dire on fait une image globale, ce qui ressort, donc avec les forces collectives, les points de progrès collectifs, et ensuite, on invite, dans le cadre d'un séminaire, les personnes à dire, voilà, donc ça sont nos forces, ça sont nos points forts, comment on peut collectivement travailler dessus. Et donc là, parce qu'on a la cartographie, on a l'image du collectif. Parce que je ne sais pas si je suis claire. Dis-moi, Christophe. Oui, c'est clair. Et ça, on peut derrière faire aussi, quand on le fait en séminaire, des ateliers de co-développement où chacun dit, voilà, comment je peux développer ma capacité à déléguer. Moi, voilà, par exemple, il y en a, je voyais tout à l'heure dans ce qui était dit, oui, la délégation n'exclut pas le contrôle, mais il ne faut pas non plus trop de contrôle. Vous voyez, c'est aider les personnes à prendre du recul et se poser pour échanger. Alors, Sacha a certainement plein d'outils, mais moi, je suis un peu basique aussi, c'est juste d'accepter de voir les choses en face et d'accepter de se poser. Disons que j'y vois dans le 360 un bon outil pour poser un constat, faire un état des lieux et se dire, OK, voilà où on en est, voilà où tu en es dans ton job de manager. Maintenant, à partir de ça, voilà les points d'amélioration. Et c'est là, Sacha, où effectivement, on peut intervenir et se dire, bon, OK, on a ces axes à développer, voilà comment on s'y prend. C'est un bon point de départ, c'est ça en fait, c'est vrai. Hein. C'est un peu comme en avion, quand on veut aider quelqu'un à mettre son masque à gaz parce qu'il une dépressurisation de la cabine, faut commencer par mettre le sien, quoi, avant d'essayer d'aider les autres. Donc c'est un peu ce qu'on se disait tout à l'heure. Et j'ai vu passer aussi dans le chat les gens qui parlaient de développement aussi du manager. Donc pour l'aider à se développer, déjà, il faut qu'il se connaisse. Je trouve que ces outils-là, c'est un super point de départ. Et après, une fois qu'il se connaît, il peut savoir ce qu'il va travailler. Effectivement, il a peut-être des forces, donc des choses où naturellement, il n'aura pas besoin beaucoup d'être outillé parce que ça va lui venir naturellement et ça va bien marcher. Et puis d'autres points, effectivement, il faudra aller un cran plus loin. Et là, pour le coup, cette cartographie, elle est précieuse pour savoir quoi développer, quoi. Alors, tu peux peut-être nous donner quelques tips, notamment sur... je serais assez intéressé de savoir comment bien manager en environnement de travail hybride. Est-ce qu'il y a des choses qui sont finalement évidentes et qui peuvent échapper au commun des mortels Alors, peut-être je rebondis aussi dans le chat, il y avait des gens qui parlaient aussi de cohésion, parce qu'on a beaucoup parlé de cohésion, comment est-ce qu'on crée de la cohésion. Bon, c'est pas si évident ça. Après, avant de vous donner quelques outils un peu concrets aussi que vous pourrez peut-être tester et appliquer dans vos contextes, peut-être que les meilleures solutions, elles viennent des collaborateurs d'ailleurs. C'est peut-être d'ailleurs une bonne façon de faire de la cohésion, c'est-à-dire demander aux gens comment est-ce qu'on peut améliorer la situation. Un exemple très concret, là, on est en train de bosser avec un client. Et un des sujets, c'est justement comment recréer de la cohésion. Et c'est un groupe de travail qui se penche sur le sujet et qui fait émerger lui-même les solutions. Donc, on l'accompagne en mode design sprint pour que de ce groupe de travail sortent directement des idées applicables et des choses hyper intéressantes, notamment autour du sport. Remettre le sport dans l'entreprise pour la santé et pour le lien. Bon, bref. En tout cas, il y a des choses comme ça qui peuvent être intéressantes. Après,
On a parlé rapidement, là, si je livre quelques outils, d'intelligence émotionnelle. Un des enjeux, on se l'est dit aussi, c'est de capter les signaux faibles aussi dans ces contextes-là. Ça, c'est hyper compliqué. C'est-à-dire, l'intelligence émotionnelle, c'est arriver à décrypter déjà, ses émotions à soi, savoir comment est-ce qu'on fonctionne. Et puis après, essayer de comprendre aussi les personnes avec qui on travaille, notamment son équipe, arriver à capter ça. Donc, premièrement, c'est déjà les capter. Un truc très simple, très sympa, c'est du photolangage. Photolangage, c'est s'exprimer à travers une image. Donc, on démarre une réunion avec des images. Alors, vous pouvez soit prendre des jeux de cartes avec des images, soit faire votre propre photolangage, mais en tout cas, démarrer par ça et demander à chacun de choisir une image pour répondre à une question. Par exemple, c'est quoi votre état d'esprit? C'est quoi votre morale aujourd'hui? Et ce qu'on a remarqué, c'est qu'à travers une image, les gens s'expriment beaucoup plus facilement que si on leur demande comment ça va. Comment ça va, généralement, c'est ça va. Et donc là, du coup, à travers cette image-là, on va pouvoir déjà venir aller sur potentiellement de l'émotionnel, on n'est pas obligé, mais on ouvre la porte à ça et on a la possibilité aussi de capter les signaux faibles. Donc ça peut être sympa, ça. Pour démarrer ces réunions, c'est un très bon rapport qualité-prix. C'est assez facile à mettre en œuvre. Ça C'est marche vrai, même à distance avec c'est des vrai. planches d'images. Mais dans le bouquin, d'ailleurs, le guide de survie au management hybride, il y en a pas mal à télécharger, donc si ça vous intéresse, on peut en retrouver là-dedans. Vous en voulez d'autres? Ouais. Allez. Un des enjeux aussi dans tout ce qui est management hybride, ça va être un des problèmes, ça va être la communication aussi. Comment est-ce qu'on communique dans un environnement où on a la moitié des gens en présentiel, d'autres à distance, pour capter les signaux faibles, mais pas que. Nous, un des principes qu'on préconise dans ces environnements-là, c'est le plus souvent, moins longtemps. C'est-à-dire se voir plus souvent, mais moins longtemps. Il faut que le bilan à la base, à la fin, quand même, il soit positif. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de se rajouter encore des heures de réunion parce qu'on passe déjà suffisamment d'heures de réunion, mais remplacer des réunions, par exemple, alors ça dépend des organisations, mais des fois, il y a des bilatérales, par exemple, je sais pas, une fois par mois, de 2 heures avec les collaborateurs. Et bien, plutôt que 2 heures tous les mois, nous, on propose, par exemple, une pratique qui s'appelle le speed meeting. 7 minutes par semaine. Bon, après, la fréquence est adaptée selon le contexte, mais 7 minutes pour échanger avec chacun de ses collaborateurs, voir un point d'avancement, voir leurs difficultés, et essayer de capter aussi le non-verbal, les signaux faibles, et faire un point régulier. 7 minutes, ça c'est la loi de Parkinson. Une tâche finit toujours par prendre le temps qu'on lui alloue. Donc plus on réduit le temps, plus on va se forcer à aller à l'essentiel. Et étonnamment, en tout cas chez tous les clients avec qui on a déployé cette pratique-là, on se rend compte que 7 minutes, c'est assez long. Et que quand on va vraiment à l'essentiel, on peut traiter déjà plein de choses. Après, on peut très bien se laisser des plages de temps complémentaires derrière, bien entendu, s'il y a des vrais points durs à traiter. Mais en tout cas, se donner cette récurrence, ce temps-là, ce rythme-là, pour garder le contact avec les personnes, qu'on les voit ou qu'on ne les voit pas, finalement. Et ce principe du plus souvent, moins longtemps, c'est aussi une des clés qu'on retrouve dans tout ce qui est dans agilité. Alors l'agilité, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais c'est à l'origine une méthode de gestion de projet informatique. Donc c'est plein de bons principes qui ont été appliqués d'abord dans l'informatique, mais qui finalement, il y a pas mal de choses qu'on peut déployer de façon beaucoup plus large dans plein d'organisations et plein d'équipes, qu'elles soient d'ailleurs projets ou pas. Et un de ces principes de l'agilité, on peut le décliner le plus souvent moins longtemps par ce qu'ils appellent le stand-up. Stand-up, c'est des réunions debout, un quart d'heure, pour faire le point. La règle du jeu, c'est de dire, je dis ce que j'ai fait depuis le dernier stand-up, ce que je vais faire jusqu'au prochain stand-up, et les difficultés que j'ai rencontrées. Donc ça permet d'aligner tout le monde sur un même niveau d'information. Des points courts, pareil, ça doit rester court. Normalement, c'est debout parce que justement, il ne faut pas que ça dure plus d'un quart d'heure, parce qu'au bout d'un quart d'heure, généralement, on n'est plus très bien debout. Donc, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je vais faire et les difficultés que j'ai rencontrées. Ça aussi, c'est hyper intéressant de s'astreindre à cette mécanique-là, cette routine-là. Ça permet aussi de générer vachement de solidarité dans les équipes. En tout cas, nous, c'est ce qu'on a remarqué. Le fait d'institutionnaliser, le fait qu'on partage ses difficultés, et ben finalement, les gens vous aident. On ne peut pas aider quelqu'un si on ne sait pas qu'il a une difficulté. Et ça, c'est vraiment une bonne pratique aussi pour faire circuler l'information le plus horizontalement possible et donc autonomiser finalement aussi les équipes. Il y a Anne-Sophie qui nous dit: Je trouve qu'il y a une forme de déresponsabilisation des collaborateurs. Si maintenant il faut être capable de lire dans des images pour traduire ce qu'ils ne veulent pas verbaliser, ça va devenir compliqué. Quid d'un manager qui n'aurait pas su lire les signaux faibles de cette manière? Alors, comment ça s'appelle? Le photolangage, ça a été inventé dans les années 50 par un psychologue américain
pour faire parler les adolescents en difficulté. Donc le levier de l'image, c'est vraiment un levier quand même intéressant. Nous, on l'a testé pas mal de fois. C'est vraiment un levier intéressant pour aider les gens à s'exprimer. On n'est pas tous égaux quand même. Je ne sais pas si c'est vraiment infantilisant ça, mais on n'est pas tous égaux sur notre capacité à exprimer un ressenti. Et donc ça n'est qu'un levier pour aider. Après, je ne dis pas qu'il faut faire que ça, hein. C'est juste un outil parmi d'autres, mais en tout cas, ça peut aider à poser des situations, à faire un peu ce qu'on pourrait appeler une purge, c'est-à-dire aider les gens à exprimer des choses qu'ils n'auraient pas exprimées autrement et permettre d'avancer comme ça. Moi, je m'en suis beaucoup servi, par exemple, quand j'animais des ateliers de bilan de projet. Bilan de projet, si je fais un tour de table sur comment s'est passé le bilan, ça va être très bateau, quoi. Personne ne va trop oser rien dire. Alors que choisissez l'image qui représente le mieux ce que vous avez vécu sur le projet. Là, on commence à avoir des choses hyper intéressantes et du coup, ça permet aussi de mieux avancer par la suite, quoi. Il y a Céline qui nous dit, chez nous, pour éviter les débordements, on a mis en place un maître du temps qui rappelle régulièrement combien de temps il reste en réunion. Yes. Alors ça, c'est une technique qui s'appelle les réunions déléguées. Donc le maître du temps, c'est hyper intéressant, mais on peut aussi donner d'autres rôles. Alors, il y en a plein, mais ceux qu'on a remarqué qui marchent le mieux et qui sont le plus utiles, c'est le maître du temps, le distributeur de parole, la personne qui s'assure que chacun prend la parole. Et ça, il faut quand même bien garder en tête qu'un des principaux facteurs qui fait qu'un groupe fonctionne, l'efficacité d'un groupe, elle est liée principalement à l'équité du temps de parole. C'est-à-dire le fait que chacun s'exprime à hauteur de ses idées. Et donc, du coup, le distributeur de parole, c'est hyper intéressant. Quand on est à distance, il y a aussi le chat master, qui peut être un rôle hyper intéressant aussi à déléguer, en disant voilà, on va faire une réunion tous ensemble, et c'est pas toujours évident, notamment quand on présente de l'information, d'avoir un œil sur le chat, et donc de nommer une personne responsable de faire remonter les principaux éléments qui sont partagés par l'équipe, ça peut être aussi hyper intéressant. Et ça permet de mettre une dynamique aussi, parce que au final, tous ces gens-là ne sont pas que spectateurs participants à la réunion, ils sont aussi acteurs, et donc on met aussi une dynamique vachement intéressante là-dedans. Donc, super petit, quoi, effectivement. Je regarde un peu les commentaires. Et Camille qui nous dit, exemple, si vous ne connaissez pas, l'arbre des humeurs. Chacun choisit un personnage et explique pourquoi. Oui. C'est un photolangage aussi, une variante du photolangage. C'est un photolangage, ouais, c'est sympa aussi. Ouais. Et puis il y a d'autres trucs. Récemment, j'entendais, il y a le fait pour démarrer une réunion, c'est que chacun dit d'après lui ce que pense l'autre par rapport à un sujet. Et c'est assez amusant, quoi. C'est de la projection, mais c'est super sympa, quoi. Ça peut être fort. Ouais, carrément. Ouais. Bah, c'est de l'empathie aussi. C'est vrai que c'est une façon de développer l'empathie, surtout quand on est à distance. C'est hyper intéressant d'avoir ce genre de pratique-là. Après, alors, bon, du coup, là, on a été sur les petits jeux, tout ça, c'est sympa. Après, pour créer du lien aussi dans ces contextes-là, moi, je pense qu'il faut construire ensemble, en fait. Enfin, il faut faire des choses ensemble. Donc, ça veut dire aussi, quelque part, ça change la posture de manager. On n'est pas un manager qui va tout décider et qui va juste déléguer pour mettre en œuvre, mais décider ensemble. Et décider ensemble, alors c'est un art délicat. La première étape, c'est de bien définir le terrain de jeu, c'est-à-dire dans quoi on s'autorise à construire ensemble quelque chose. Les terrains de jeu un peu classiques, ça va être par exemple de l'amélioration continue. On est dans une équipe, tous les 6 mois, se faire une petite session collective de qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui n'a pas bien marché et comment est-ce qu'on pourrait faire mieux. Ça, c'est responsabiliser les gens de l'équipe pour qu'eux-mêmes proposent des solutions. Et donc, ça crée du lien parce qu'on va construire ensemble un fonctionnement d'équipe collectif. Alors, il faut que le manager il soit quand même bien OK avec ça. C'est-à-dire qu'il soit OK avec le fait qu'on va sortir des solutions. C'est peut-être pas ce qu'il a en tête, mais est-ce qu'il est prêt ou pas à les mettre en œuvre et dans quelles conditions il est prêt à les mettre en œuvre. Mais un des exercices qu'on utilise beaucoup, nous, c'est le on continue, on arrête, on tente. Donc, c'est se poser ces 3 questions-là avec des post-it sous forme digitale sur Teams ou en papier quand on a l'équipe en présentiel. 5 minutes de réflexion individuelle et chacun va me dire, OK, pour s'améliorer, voilà ce qu'on doit continuer à faire. Et ça, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'on va améliorer le fonctionnement de l'équipe en commençant par capitaliser sur ce qui va bien. Ce qui n'est pas du tout naturel dans la tête de tout le monde. Donc déjà, peut-être que finalement, la meilleure façon de s'améliorer, c'est d'aller encore un cran plus loin dans ce qu'on sait bien faire. Et pas forcément de résoudre des choses sur lesquelles on n'a pas de levier. Mais bon, donc on continue, on arrête. Hyper intéressant de se dire, qu'est-ce qu'on arrête ? Beaucoup d'organisations qu'on accompagne, alors peut-être que les gens qui nous écoutent, c'est pas comme ça, mais
on a beaucoup l'effet millefeuille quand même. C'est-à-dire qu'on a un problème, on rajoute un comité, on rajoute un projet, on rajoute un livrable, on rajoute une réunion, on rajoute, mais le problème n'existe plus, mais le livrable existe toujours, le comité est toujours là, la réunion est toujours là. Et donc, du coup, régulièrement se dire dans notre fonctionnement, qu'est-ce qu'on arrête de faire, ça, c'est vachement intéressant. C'est pas facile, mais c'est hyper intéressant. Et après, on tente, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en œuvre pour améliorer. Et je sais qu'il y a pas mal de nos clients qui se sont donné des règles de vie qui disent on ne prendra une action dont on tente que si on a mis une action dont on arrête, pour éviter justement cette accumulation de choses qui, au final, après, deviennent un peu indigestes aussi et rajoutent du boulot. Alors là, tu nous as donné des exemples qui permettent aux managers notamment d'avoir un ressenti sur son équipe, d'être, on va dire, dans l'émotion, d'essayer d'aller comprendre ce que ses collaborateurs, ses collaboratrices pensent et dans quel état d'esprit ils sont. Et comment le manager, quelles sont les armes du manager pour créer du lien et souder son équipe? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Tout à l'heure, tu parlais l'exemple du sport, par exemple. Ouais. Alors, il y a plusieurs choses, du plus futile au plus profond. Le plus futile, ça va être des petits jeux, notamment qui vont travailler sur la pensée positive. Moi, je trouve ça vachement intéressant, se dire du bien. Ce que disait Hélène, c'est le côté trouver ses forces. C'est toujours hyper intéressant de trouver ses forces, et notamment quand c'est les autres qui le disent. Ça a encore plus de valeur. Un exemple très concret, un exercice qu'on fait régulièrement, on appelle ça la marguerite. Chacun a une fleur avec un prénom d'une personne, et il a une semaine pour renseigner chaque pétale avec une qualité qu'on lui reconnaît dans l'équipe. Donc, une semaine, on donne ça. La semaine d'après, on a une semaine pour aller chercher des qualités. Donc, on va faire le tour de l'équipe. On va dire, OK, qu'est-ce que tu reconnais comme qualité? Et on renseigne toutes ces petites qualités dans sa fleur. À la fin, on redonne la fleur. C'est hyper stimulant, hyper intéressant. Voilà, c'est des moments hyper forts. Et en même temps, si on ne les provoque pas, ça n'arrive pas. C'est très, très rare dans l'entreprise d'aller voir en disant, Didier, je trouve que tu as un sens de la bienveillance exceptionnel. Ça, généralement, ça ne marche pas. Donc, du coup, on le crée. Et ça, c'est aussi intéressant de reconnaître aussi les forces. Après, le truc aussi qui est le vrai truc qui va permettre de créer aussi de la cohésion, c'est de donner du sens, quoi. Donc ça, c'est travailler sur le sens. Alors, il ne faut pas être angélique non plus. Le manager opérationnel, il n'a pas tous les leviers sur le sens de l'organisation. Pour autant, il y a des exercices qui peuvent être intéressants à faire en équipe, aussi pour construire ensemble cette vision de l'équipe. Alors, dans le bouquin, il y a notamment ce qu'on appelle le canevas d'équipe. On se dit le pourquoi de l'équipe, on se donne une répartition des compétences, pourquoi est-ce qu'on fait ça, on se donne une cartographie en fait de ce qu'on doit retrouver dans l'équipe. Le blason aussi, c'est un exercice assez classique, mais dans lequel on va aussi se donner une identité en équipe, se dire pourquoi, c'est quoi notre devise, c'est quoi nos forces, c'est quoi notre pourquoi, retravailler sur le sens collectivement, ça peut être aussi quand même des éléments hyper forts pour créer du lien. Et finalement, faire ensemble, moi je pense que c'est quand même ça qui crée du lien, c'est construire ensemble, quoi. Moi, je rebondis, c'est vraiment construire ensemble, réfléchir ensemble, mettre en œuvre et qu'il y ait du suivi. Parce que ce qui est démotivant, c'est qu'on fait on a plein d'idées, tout ça, on met des trucs en place et puis finalement, on ne suit pas leur mise en œuvre. Et donc ça, c'est démotivant. Donc il faut vraiment qu'il y ait un vrai, que ce soit le rôle là, du manager de dire on avait dit ça reprend ce que tu as dit, hein, Sacha, mais où on en est, qu'est-ce qu'on fait? Et à titre individuel, c'est pareil, parce qu'autrement, il faut que, je voyais un mot paraître dans le chat, c'est l'intention. C'est l'intention qui compte, c'est qu'il y a une vraie intention, et ça, qu'on s'intéresse à l'autre. Et ça, les personnes, elles en ont vraiment besoin, qu'on s'intéresse sincèrement à l'autre. Et il faut que ça soit sincère, que ça soit authentique. Ouais. Si c'est des pommades, ça passe pas. Voilà. Donc voilà, et de fêter les réussites ensemble, de prendre un temps de fêter les réussites, quoi. Ça aussi, c'est important. Bah oui, carrément, le côté team building, hein. Et peut-être pour rebondir sur ce que tu disais, parce que on parlait tout à l'heure, le donner du temps. Le temps, c'est hyper précieux, hein. C'est vrai, hein. Pour avoir une vraie personne au bout du fil, aujourd'hui, c'est compliqué. Il y a une époque, n'importe qui décrochait le téléphone, c'était une personne qui disait qu'est-ce que vous voulez. Bon, j'ai pas connu ça, hein. Je suis vieux, mais je suis pas à ce point-là quand même. Mais bon, en tout cas, il y avait une personne au bout du fil. Là, pour avoir quelqu'un, une vraie personne qui écoute vraiment ce que vous lui dites, c'est très compliqué. Et donc, du coup, ce que je disais,
offrir du temps d'attention à quelqu'un, c'est pas un geste anodin. Appeler quelqu'un juste pour lui demander comment ça va, lui proposer voilà, un échange juste pour effectivement prendre de ses nouvelles, ben ça, c'est quand même un acte, moi, je trouve, qui est quand même assez fort, quoi. Alors, tu viens d'évoquer rapidement le team building parce qu'en fait, moi, l'impression que j'ai, par exemple, tout ce qu'on a évoqué, c'est bien. Je m'imagine en entreprise avec 3-4 jours de télétravail par semaine. Ok, je fais mes petits jeux, machin, mais à quel moment je vois mon équipe? À quel moment on se réunit vraiment pour créer une cohésion? Parce qu'il faut de l'informel aussi dans une Ouais. équipe. Et là, on n'a pas parlé de choses informelles, on a parlé de choses très concrètes. Qu'est-ce que tu penses justement des team building, des séminaires? Est-ce que c'est des choses qui doivent revenir? Parce que ça avait eu tendance à disparaître. Tu as parlé du sport. Moi, par exemple, j'ai mis en place un moment de sport où l'équipe peut venir pratiquer ensemble parce que je pense que c'est important d'avoir une activité, j'allais dire extrascolaire, où on peut, enfin, on laisse le choix aux gens de venir ou de ne pas venir, mais on peut se réunir dans un autre contexte pour créer un lien peut-être presque plus intime, quoi. Ouais, moi je suis d'accord. C'est à la limite, ce serait dans l'optique moins mais mieux. C'est-à-dire on se voit moins, mais on se Ouais. voit mieux. Et effectivement, quand on se voit, on a des moments de qualité, on prend vraiment le temps, on prend le temps de créer du lien et de créer de l'informel. Moi, je pense qu'il faut l'assumer ça aussi. Enfin, on a dans le bouquin, il y a une matrice là qui nous dit un peu qu'est-ce qu'on peut faire en présentiel, à distance, synchrone et asynchrone. Un peu pour se dire un peu, voilà, cette cartographie-là, finalement, qu'est-ce qui marche bien? Alors, il y a des trucs qui marchent très bien asynchrone, à distance, hein. Bosser seul sur des tâches de type focus, ben, en vrai, ça marche mieux tout seul chez soi, en vrai. Enfin, voilà. Faire de la synchronisation avec son équipe, c'est-à-dire faire circuler l'information dans une équipe, à distance, ça marche bien aussi. Et au final, quand on fait le tour, le truc qui ne marche pas à distance, c'est créer du lien, créer de l'informel, de la relation avec les gens. Et au final, peut-être qu'il faut aussi l'assumer, c'est-à-dire qu'on vient au travail parce qu'on veut créer du lien. Et on veut créer du lien. Et tu vois, je rebondis aussi sur ce que tu disais, c'est qu'on veut créer du lien avec son équipe. Ça, c'est hyper important. Et ça, le manager, il a des leviers. Après, au niveau de l'organisation, je pense qu'il faut aussi garder en tête, garder du lien entre les équipes. Ouais. Hein, parce que le manager, il peut être attentif à ça, mais alors après, la transversalité, la créativité, voilà, faire avancer une organisation, c'est pas qu'une équipe, quoi. C'est aussi le lien à la machine à café qu'on va avoir avec ah bah tiens, en fait, je t'ai pas dit, mais il s'est passé ça. Et l'information, elle circule beaucoup comme ça. Et d'ailleurs, il y a pas mal d'organisations qui vont dans ce sens-là, hein, qui, quand ils ont réaménagé leur bureau suite à toutes ces transformations-là, et ben, qu'est-ce qu'ils ont fait? Elles ont agrandi leur salle de pause et leur espace de convivialité. Moi, je crois qu'ils ont raison, quoi. Moi, j'ai envie de rajouter des choses par rapport à ce qu'il vient de se dire. Le mot rituel, moi, je trouve que le mot rituel, c'est super important, que ce soit individuel ou collectif, parce que on sait qu'on a un temps où de toute façon on pourra parler, on pourra dire. Et ça, et on sait, le temps de respiration, c'est des temps de points, ça offre un cadre. Les rituels, je trouve que c'est essentiel qu'ils soient, je dirais, ludiques ou plus en lien direct avec le métier, mais le rituel est super important. Et je rebondis aussi, Christophe, par rapport à ce que tu disais, par rapport à ce que tu as instauré, le moment sportif. Ce qui est important, c'est justement, puis là, les jeunes adorent ça, c'est qu'on leur dit, bah voilà, vous créez, qu'est-ce que vous proposez? Parce que pour certains, ça va être le côté sportif et pour d'autres, ça sera autre chose. Vous voyez, mais je trouve que c'est super en plus quand on implique, parce qu'on dit les fameux les jeunes, machin, mais ils adorent quand on les implique, ils trouvent des idées, ils dynamisent et c'est vraiment, c'est génial, quoi. Donc, c'est justement utiliser, ça rejoint ce que disait Sacha aussi, c'est demander aux personnes, Ouais. quoi, les impliquer. Et quand Après, c'est la règle de base, moi, que je suis sur le management, il ne faut pas donner du poisson, il faut apprendre à pêcher. Et ben, c'est dans tous les domaines, y compris pour les temps un peu plus ludiques. Après, je pense qu'on est quand même encore en phase d'apprentissage sur ces modes de travail hybrides. Je vois Laurence qui disait bah, c'est bien de déterminer un jour de présence dans la semaine pour toute l'équipe. Typiquement, nous, c'est ce qu'on a fait. Tout le monde peut prendre ses jours, mais il y a toujours une journée dans la semaine où tout le monde est là, de façon à avoir l'équipe au complet au moins une fois par semaine. Mais voilà, on teste en fait. Je ne sais pas si c'est la bonne formule. Mais alors, de toute façon, à la limite, si c'est pas la bonne et qu'on s'interroge régulièrement pour s'améliorer, ben,
au bout de 2 mois, on le verra bien et puis on fera autre chose. Et tu as raison, et de façon plus générale, c'est se donner des règles du jeu. Dans le bouquin, on parle de charte téléteam, c'est-à-dire, en gros, c'est quoi nos règles du jeu pour fonctionner collectivement. Alors, il y a des choses qui sont définies au niveau de l'entreprise, mais il y a quand même souvent des marges de manœuvre au niveau de l'équipe aussi. Et donc, se donner les règles du jeu, c'est quand est-ce qu'on est là, quelles réunions on autorise à être en hybride, à distance ou pas. L'utilisation des outils aussi. On est quand même submergé d'outils en tout genre, entre les Slack, les WhatsApp, les mails, les téléphones, les notifications, les outils partagés, les Trello, les machins. Et donc aussi, pareil, en équipe, se dire qu'est-ce qu'on utilise nous comme outil, c'est quoi notre façon de communiquer, et quel niveau d'urgence on met derrière chaque outil. Ça, je pense que c'est hyper intéressant à se le dire ensemble. Ouais. C'est quoi notre canal d'urgence? Et c'est quoi un mail? Combien de temps on attend avant de répondre? Est-ce que c'est 24 heures? Est-ce que c'est OK pour tout le monde, quoi? Mais se le redire, quoi. Se donner des règles du jeu un peu communes sur ces trucs-là, ça, c'est hyper intéressant. Et puis redéfinir ses rites et rythmes, c'est ça aussi. C'est-à-dire que peut-être que c'est l'occasion aussi de se dire, ben allez, on se voit pas tous les 2 jours, on se voit une fois par semaine, ou on se fait des petits points réguliers plus fréquents ou moins fréquents. Enfin voilà, se réinterroger là-dessus et se redonner ce cadre commun. Ça peut être sympa à se travailler en collectif, hein. C'est un chouette terrain de jeu. Super. Eh ben, on a bien discuté, hein. On arrive à la fin de ce webinaire. Vous trouvez le lien du livre de Sacha là dans le chat. Peut-être en conclusion, parce que j'ai l'impression que finalement, il n'y a pas de bonne méthode aujourd'hui, qu'on est vraiment en phase d'apprentissage. Et en plus, l'équipe, c'est pas figé, hein. On peut avoir 2 nouveaux collaborateurs qui arrivent, qui vont remettre en question aussi certains modèles. Et ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est que finalement, bien manager, c'est aussi instaurer une sorte de droit à la parole des collaborateurs, de droit à l'implication dans la manière de créer le management, et que finalement, le manager n'est pas seul à créer son modèle. On n'est plus dans du micromanagement comme on a pu l'être. On est dans quelque chose, si on veut recréer du sens et du collectif, qui se doit d'être beaucoup plus participatif, Sacha. Ouais, complètement. C'est vraiment l'occasion, moi je pense, ces nouveaux contextes-là, d'aller vers plus de collaboratifs, impliquer les gens, effectivement. Impliquer, moi je dirais peut-être quand même ce truc-là, c'est bien définir son terrain de jeu quand on est manager. Qu'est-ce qu'on est prêt à ouvrir ou pas, et quelle marge on est prêt à donner. Mais ouvrir un terrain de jeu, c'est hyper intéressant, effectivement, pour se sentir moins seul déjà, gagner l'implication de chacun, et puis justement aller vers plus de confiance, et je pense aussi quand même plus de bien-être aussi pour les salariés au final. Hélène, un petit mot pour la fin? Moi, je crois que c'est vraiment important de valoriser le collectif, mais aussi l'individuel. Et je trouve que c'est vraiment fondamental que ce manager il soit capable de mobiliser les énergies d'une équipe vers un objectif commun, quoi. Franchement, et c'est ça finalement pour moi le rôle du manager, c'est cette capacité à fédérer les énergies, à mobiliser les ressources de son équipe pour atteindre un objectif commun, quoi, et qui dépasse ce que chacun aurait pu faire individuellement. Et puis le maître mot, c'est s'ajuster. Il n'y a pas de bonne réponse et bonne formule, hein, je disais dans le chat, qui s'adapte à tout le monde. Mais c'est ça, le manager, il doit en permanence être à l'écoute, s'ajuster et puis entendre les besoins de ses collaborateurs. Donc ça veut dire qu'il doit avoir aussi le temps pour le faire. Et que manager, ce n'est pas un métier, c'est une fonction, qu'il faut du temps. Et qu'on ne peut pas dire à quelqu'un qui est expert, tu vas aussi manager telle équipe. C'est une fonction à part entière qui nécessite du temps pour bien accompagner et développer son équipe. Et juste si je peux rebondir, tout à l'heure, Sacha disait les 7 minutes avec les autres, mais ce qui est important, c'est qu'aussi, il y a les 7 minutes que le manager passe avec lui-même, alors que ce soit par semaine ou par mois, mais c'est vrai de se poser, mais rien que 7 minutes, on n'est même pas capable de le faire soi-même, alors je trouve que c'est vraiment quelque chose d'important. Merci Hélène, merci Sacha. Merci. Ce webinaire, vous le retrouverez en replay dès demain matin sur MyRH Line. Je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir.